Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes en direct de l'hôpital Necker comme tous les lundis. Nous ne sommes pas à l'espace plein ciel car on nous construit un studio tout neuf avec le partenariat de Radio France. Nous sommes donc dans un studio éphémère et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Antoine Prudhomme de la Boussinière. Bonjour. Bonjour, bravo, je te félicite, tu l'as dit correctement sans faire de faute. J'ai travaillé, j'ai révisé. Tu es la première personne depuis 10 ans à y arriver. C'est vrai ? Oui, voilà. Bravo. Ouais. Non mais c'est important la rigueur dans ce métier. Merci beaucoup d'être là. Je suis ravi. Et puis en cette première émission de l'année 2022, oui, parce qu'il n'y a pas eu d'émission lundi dernier, donc c'est encore plus de sens. Je te l'ai dit, l'émission commence toujours par un petit jeu qui s'appelle La minute pour parler de soi. Okay. Donc tu as 1 minute, montre en main, pour nous dire ce que tu veux sur toi. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. C'est pas du tout naturel de faire ça. Normalement, non. Les gens... Il ne faut surtout pas que ça soit même très mal poli de faire ça en soirée. En te présentant pendant 1 minute, tu parles pendant 1 minute, personne ne fait ça. Mais bon, c'est très bien. On n'est pas en soirée, je vais le faire quand même, très bien. Nous. Très Alors bien. attention, c'est parti. Alors salut, moi je m'appelle Antoine Prudhomme de la Boussinière et si je devais vous dire un truc tout de suite, c'est que j'adore le sucre, j'arrive jamais à dire non quand on me propose un bonbon, qu'un de mes rêves dans la vie c'est de traverser l'Atlantique en voilier, aussi j'aurais adoré aller dans l'espace, mais maintenant que je sais que ça pollue, finalement j'ai moins envie. J'ai une chance de fou, c'est que j'ai réalisé un de mes rêves qui est de jouer au théâtre. Et là je sors d'un spectacle à la Comédie Française et c'était un de mes rêves. Du coup je suis un peu désemparé parce que je me demande ce que je vais devoir faire. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je suis très très heureux d'être là aujourd'hui. Et il reste encore du temps. Aussi, j'adore le roller, mais je suis nul. Et à chaque fois que j'en fais, je fais peur aux vieilles dames parce que je suis un peu grand. Et du coup, quand je mets des rollers, je fais vraiment trop grand. Et du coup, j'adorerais être trop fort en roller, mais c'est pas possible. Bravo. Une belle minute. Alors donc, tu veux naviguer ? Ah ouais. En fait, j'ai vu un documentaire sur... le père Jaouen, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais. Tu connais ? C'est une association qui... tu le connais personnellement. Je le connais pas personnellement, je connais le projet. Il est décédé. Ben voilà. En fait, donc pour expliquer, il a créé une association pour emmener des détenus et je crois des toxicomanes, des personnes avec des problèmes avec la drogue, faire des traversées de l'Atlantique. Et élargir leur horizon, quoi. Et puis au fur et à mesure de cette expérience-là, il s'est rendu compte que c'était encore plus riche pour ces personnes et pour tout le monde de mettre toutes sortes de profils de personnes avec eux. Et du coup, maintenant, ils font ça avec qui a envie de le faire. Et j'ai rencontré quelqu'un qui l'a fait une fois et qui m'a dit que ça avait changé sa vie. Donc, outre la traversée de l'Atlantique, je crois qu'un de mes rêves absolus, ce serait de faire ça avec des inconnus, mais en plus l'aventure humaine des gens qui viennent de partout et quasiment personne ne l'a fait, et de faire ça ensemble, je pense que ça doit être assez fou, quoi. C'est un peu l'équivalent du chemin Saint-Jacques-de-Compostelle, mais sur l'eau, quoi. Ouais, c'est ça, il y a un peu un côté pèlerinage, c'est ça, ouais. On part d'un point ensemble et on y arrive tous ensemble, et de toute façon il n'y a pas de choix, quand tu traverses l'Atlantique, on ne te dépose pas sur une aire d'autoroute, quoi. Donc, non, tu ne peux pas t'arrêter. Voilà. Mais tu aurais dû venir la semaine, du coup il y a 2 ou 3 semaines, je ne sais plus. On avait le navigateur Sébastien Rogue qui vient de gagner la Transat Jacques Vabre. Ah bah ouais, incroyable. Ouais. Et il nous a parlé justement de tout, de ce métier déjà, et puis de ce que c'est que d'être navigateur. Donc si tu peux réécouter l'émission, elle est sur le site de Celui qui souffle. Ouais. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans mon petit speech de départ, mais tu es comédien. Oui, je fais du théâtre. Tu fais du théâtre et tu m'as dit tu vas faire du cinéma. Tu t'apprêtes à faire du cinéma. J'ai réussi un casting il y a 3 ans. Et puis il y a une pandémie qui est passée par là, du coup le film a été repoussé. Ouais. Et je m'apprête à tourner en avril un film d'époque avec Karine Viard, Anna Girardot et Cédric Kahn. C'est un film d'une réalisatrice, c'est son 2e long métrage. Ça s'appelle Isabelle Brocard. Et c'est sur Madame de Sévigné et sur sa relation avec sa fille. Parce que Madame de Sévigné, elle est connue pour ses lettres, et notamment ses lettres à sa fille, avec qui elle avait une relation complètement fusionnelle. Et moi, je joue le fils.
D'accord. Du coup, quand je veux résumer un peu en rigolant le pitch du film, c'est donc moi je joue le fils. Donc ça parle de la relation mère-fille, puis moi je suis le fils qui maman, qui passe de temps en maman, temps. j'existe Je aussi, suis là. maman. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais C'est vrai que c'est passionnant, justement, oui, Ouais. les lettres de Madame de Sévigné à sa fille. Et c'est Ouais. vrai que quand on les lit, on s'aperçoit de cette relation. ah, c'est de l'amour comme on en voit rarement, quoi. Ouais. Le premier titre du film, c'était l'excessive tendresse que j'ai pour vous. Mm. Et c'est dans C'est parle dans une exactement lettre de ça. C'est dans une de ces lettres. Ouais. D'accord. Du coup, tu as relu toutes les lettres de... J'ai pas tout relu, mais en fait, il y en a beaucoup dans le scénario déjà, puisqu'il y a beaucoup de moments où on la voit écrire et où on l'entend du coup lire Ouais. ses lettres. Et en plus, Karine Viard qui le fait, ça lui va merveilleusement. Et ouais, c'est assez incroyable. C'est aussi passionnant, ces lettres, parce que ça donne un peu une idée de l'époque, Ouais. de ce qu'était ce XVIIe siècle, Ouais, c'est ça. quand elle parle d'événements qui se produisent. Oui, ça, Madame de Sévigné, c'était une grande courtisane. Mm. C'était une proche du roi et elle était connue pour son éloquence. Et, et même parfois, je pense, c'est un peu gênant pour sa fille, parce que sa fille n'a pas son éloquence. Et c'est comme si Madame de Sévigné, elle mettait tout son pouvoir, la magie de ses mots dans ses lettres. Et en fait, pour sa fille, c'est presque trop, quoi. Elle n'arrive pas à répondre à un amour formulé aussi bien. Et c'est un truc intéressant parce que ça raconte aussi que l'amour, ça doit aller dans les deux sens de manière équilibrée, quoi. Et, c'est ce que tu te dis toi, ou c'est ce qui transparaît selon toi des lettres de sa fille? Du coup, tu as lu les lettres aussi, j'imagine. Les réponses Il y a assez peu de réponses parce Ouais. qu'en fait, en termes de volume, la maman écrivait beaucoup plus que la fille, je crois. Mais c'est aussi une des choses que raconte le film. Que parfois, l'amour, il est excessif aussi. Et comme tu disais, oui, l'équilibre doit être... C'est dans les deux sens. Ouais. C'est vrai qu'on peut être étouffé un petit peu par... Et oui, ça arrive aussi. Ça n'arrive jamais, une maman qui étouffe. Non, jamais. Eh bah tiens, transition parfaite parce que je sors d'un spectacle où je jouais un enfant handicapé. D'accord. À la Comédie Française. En fait, le spectacle, c'est une adaptation de Rémi sans famille, de Hector Malot. D'accord. C'est un roman génial de la fin du XXe siècle. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui, un jour, qui est avec sa maman et qui attend que son papa revienne de Paris où il travaillait sur des chantiers. C'est une famille très pauvre. Et il n'a en fait jamais connu son papa. Son papa est parti travailler sur ce chantier, un gros chantier de la nation. Et il n'est jamais revenu. Et on apprend que son père s'est blessé et qu'il va rentrer. Et qu'il a fait un procès à son employeur. Tout. Et le père rentre. On apprend qu'il a perdu le procès. Et qu'en fait, il ne reconnaît pas Rémi. Et il dit, mais pourquoi il est encore là, lui? Tu l'as pas emmené chez les enfants trouvés? Et on se rend compte à ce moment-là qu'en fait... Enfin, Rémi comprend à ce moment-là que c'est un enfant trouvé. Et du coup, c'est le début de son périple. Parce que le père dit on n'a pas d'argent, on ne peut pas l'élever. Il veut l'emmener chez les enfants trouvés. Et sur le chemin, il l'emmène il passe boire un coup dans une auberge. Et il croise un artiste ambulant, Vitalis, qui va acheter Rémi et en faire un membre de sa troupe. Et sa troupe, elle est constituée d'un singe et d'un chien. Et en fait, de plein de chiens, mais dans le spectacle, il y a un chien. Et ça devient des artistes de rue. Et c'est comment Rémi va se reconstruire une famille choisie, en fait. Et tu joues Rémi. Et donc je joue pas Rémi, je joue Arthur Milligan. À un moment, Rémi, dans ses pérégrinations, il rencontre une famille anglaise dans un bateau sur un fleuve, et avec un petit enfant attaché à une planche, complètement surexcité et plein de vie, donc handicapé, parce qu'il est genre attaché à une planche, c'est le fauteuil roulant de l'époque, quoi. On dit qu'il a les os trop fragiles. Et en fait, il est débordant d'énergie. Et il se trouve que ce petit garçon, une des choses qui est magnifique, je trouve, c'est la relation avec sa maman, qui est vraiment ultra fusionnelle avec son fils et qui est tout le temps là pour prendre soin de lui, parce qu'il est certes handicapé. Mais du coup, dans le spectacle, on y allait à fond là-dedans. Et du coup, Arthur Milligan, le petit que je jouais, est complètement tyrannique. Et il profite complètement du fait que sa maman soit inquiète pour lui tout le temps. Et il lui fait faire tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, encore une preuve de... Les mamans, parfois, ça aime tellement fort que... En ce moment, tu es plongé vraiment dans... ouais. D'accord. Donc, c'était à la Comédie Française. C'était à la Comédie Française, ouais. Et j'ai cru comprendre donc que c'était la dernière hier soir. C'était la dernière hier soir. Mais surtout, c'était peut-être la dernière pour moi à la Comédie Française, parce que la Comédie Française, c'est une troupe. Mais je ne fais pas partie de la troupe. J'ai été recruté que pour ce spectacle. Et ça arrive de temps en temps. Et du coup, là, tous les acteurs du spectacle repartaient sur d'autres choses avec la troupe. Et moi, je disais ciao, quoi. Donc, c'était petit pincement ou... Ouais.
Voilà. Bah, c'était peut-être la dernière fois de ma vie que je jouais à la Comédie Française, quoi. Bon, il faut quelque chose. pas dire ça. Est-ce qu'ils t'ont réservé une petite surprise pour cette dernière? Ça se passe souvent dans les dernières de spectacle. Non, petite blague sur on scène. s'est fait plus de blagues sur scène. On a joué le réveillon de Noël. Ah oui. Et là, on a eu plein de blagues sur Noël dans le texte qui se sont glissées. Et moi aussi, j'en ai fait d'ailleurs. C'était assez beau de voir les choses s'inventer comme ça. Non, on est resté assez sage. Faut dire que avec le Covid et ça, on a eu pas mal d'annulations aussi. Ouais. Et du coup, on prenait vraiment soin de chaque représentation. Ouais. Vous avez un vrai chien sur... Non, c'était un acteur. C'était Bakary Sangaré de la Comédie Française qui jouait Capi. Okay. Et qui donc avait aboyait et n'avait pour seule réplique que bah ouais. C'était un chien qui disait bah ouais de temps en temps. Voilà. Et il avait le dernier mot du spectacle qui sait pas dire bah ouais. J'allais dire, quand on a un animal sur scène, c'est toujours très compliqué parce que c'est lui qui prend toute l'attention. On peut pas, on peut pas rivaliser. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on dit vous toujours. Vous voulez ridiculiser un acteur, vous mettez un chat et puis personne ne va regarder l'acteur. Ou même un poisson rouge. Faut pas, mauvaise idée. C'est ça. Et les enfants aussi d'ailleurs. Ouais, les enfants sont pas mal aussi. C'est pareil. Mais ouais, les enfants savent jouer quoi. Ouais. Non, mais ils prennent l'attention, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on peut jouer le plus beau texte qui soit et puis être le plus grand acteur qui soit à côté. Non, on va regarder l'enfant qui est en train de jouer avec ses cheveux. Mais bien sûr, mais précisément, il est en train de jouer. Voilà. Alors que nous, on fait semblant de... Enfin, alors que non, lui, l'enfant... il est. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils savent jouer spontanément. Pour moi, il y a une grande part de retrouver ça. Moi, j'ai énormément joué quand j'étais petit. C'était vraiment un gros refuge pour moi. Dès que j'avais des soucis, j'allais jouer avec mes gugus, quoi. Et c'était très très important pour moi. Et je pense que de cette énergie-là, c'est vraiment là que je vais chercher beaucoup de mon énergie de jeu comme acteur aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu faire du cinéma ? Du cinéma précisément. Après avoir commencé un hasard. C'est un hasard, ouais. Moi, je me dis toujours que je pourrais pas renoncer au théâtre. Que j'adorerais faire du cinéma, c'est un rêve, mais je pourrais pas faire que ça, je pense. Putain, j'aime tellement le théâtre que je pourrais pas arrêter d'en faire. Et le cinéma, il y a tellement peu d'élus que c'est un peu lui qui te choisit. Qu'est-ce que tu penses trouver au cinéma que tu ne trouves pas au théâtre ? Pour moi, le jeu au cinéma, pour les acteurs, c'est beaucoup plus concentré. Ça se passe tellement vite. Et après, c'est vraiment... tu fais un truc, hop, c'est mis dans une boîte. Et après, des gens vont travailler dessus sur ordinateur. Et ça, en fait, pour l'acteur, ça passe très, très vite. Donc, c'est comme du présent, mais concentré en petites pilules, quoi. Alors que le théâtre, tous les soirs, on y retourne. Et donc, on recommence... on fait semblant que le présent revient à chaque fois, quoi. Ouais. C'est des expériences complètement différentes et je pense que ça doit être de l'adrénaline, ça doit être très très, ça doit être très excitant ce côté-là. Ça fait très peur aussi, mais. Ouais. Mais c'est concentré aussi du point de vue du jeu, il me semble, c'est-à-dire qu'on est obligé d'en faire beaucoup moins qu'au théâtre. Bah oui, parce que la caméra voit tout. Elle voit tout, c'est-à-dire que si on te filme en très gros plan. Tu fais ça avec ton sourcil, ça veut dire un truc énorme, alors qu'au théâtre, ça se voit pas. Ça se voit, ça se sent, mais ça n'a pas autant de sens, quoi. Donc ouais. D'accord. Tout est concentré. Ouais, une petite appréhension quand même. Oui. Pour la petite histoire, j'espère que la réalisatrice n'écoute pas cette émission. Si. Oui, toute la France l'écoute. D'ailleurs, elle est là. Bonjour Isabelle. Tant pis si tu m'écoutes, je me dénonce. La réalisatrice m'a envoyé un texto il y a 2 jours en me disant pour la scène où tu pars à cheval au trot, on prend une doublure ou tu sais monter ? Et évidemment, j'ai dit que je savais monter alors que ce n'est pas vrai. Et donc je vais devoir prendre des cours là, vite avant le tournage. Non, je vais aller rencontrer le cheval, ce que je vais monter. Voilà. Mais je suis très excité. Alors finalement, tu vas galoper avec le cheval, pas trotter. Peut-être que je vais prendre une doublure finalement. C'est la règle, il faut toujours dire oui, je sais. Est-ce que tu sais marcher sur un fil ? Oui. Évidemment, je sais, bien sûr. Et hop, on apprend entre temps. C'est ça. Non, mais c'est la règle, t'as raison. Bien sûr, Et d'ailleurs, c'est une bonne philosophie si tu as justement une chose à dire aux enfants et aux jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent dans les chambres de l'hôpital. Ah ouais, dites oui. Ça marche. Ouais, faut globalement dire oui. En fait, qu'est-ce qui arrive au pire ? Au pire, on n'y arrive pas, mais du coup, on y arrivera la fois d'après. Si on dit non, on se donne même pas la chance d'y arriver, quoi. Voilà. D'accord.
On peut remonter le temps un petit peu pour voir un peu comment tu es entré dans le théâtre. Alors ça, ça a été une sacrée aventure aussi. J'ai commencé à me former pour être comédien à 23 ans. Donc ça a mis beaucoup de temps avant que je commence à me dire, ok, peut-être je pourrais faire ça de mon métier. Avant, je savais pas ce que je voulais faire. Comme beaucoup d'enfants, d'ados. J'adorais jouer, c'était un peu tout ce qui me jouait. Je parle de jouer avec mes gugus, jouer à la console, je suis fan de jeux vidéo aussi. Ah, j'aurais dû dire ça dans la minute tout à l'heure. Je suis vraiment fan de jeux vidéo. Et donc je suis un gros joueur, j'étais un enfant qui jouait beaucoup. Mais il n'y avait pas d'artistes dans ma famille, encore moins de théâtreux. Et même, je dirais que si je regarde bien, il y a eu pas mal de gens, mon grand-père, mon père, dont les vocations artistiques, en tout cas les passions artistiques, en l'occurrence le dessin, la peinture, la sculpture, ont été contrariées par leur père, leur propre père à chaque fois. Et donc ça n'a pas raté quand moi j'ai commencé à me dire mais en fait j'ai pas du tout envie de faire les études que je fais là maintenant et je voudrais peut-être faire du théâtre. Bah mon papa l'a très mal pris. Et on s'est fâchés. Et ça a pris un peu de temps avant qu'ils reconnaissent que j'avais raison. Et j'ai eu de la chance parce que ça n'a pas mis longtemps avant que ça marche. C'est-à-dire qu'avant que j'entre dans une grande école de théâtre, le Conservatoire à Paris. Donc là il a dit ah bon d'accord, peut-être t'avais raison. Mais ça a pris quand même un an et demi. Et avant ça, ouais, j'ai attendu 23 ans parce que j'avais peur. Et tu faisais quoi jusqu'à 23 ans? J'ai fait un master d'histoire. Oui, ouais. Quand même. Ouais, quand même. En même temps, c'était... oui, non, j'adorais l'histoire, j'adore toujours ça. Mais ça pouvait déboucher sur soit chercheur, soit prof. Et d'ailleurs, chercheur, c'est un peu prof aussi. Et ça voulait dire passer des concours extrêmement durs que je savais que j'allais galérer à avoir. Et en plus... je trouve que les profs sont des héros, mais qu'il faut vraiment un courage que je pense que j'aurais pas eu très longtemps. C'est vraiment le plus beau métier du monde. Malheureusement, les conditions dans lesquelles on leur demande de travailler sont un peu compliquées. C'est comme les personnels de santé. C'est un des métiers les plus difficiles. Ouais, c'est dingue. Mais en fait, c'est marrant parce que on est quand même beaucoup... autour de moi, là, mes amis, même tous les gens que je rencontre, beaucoup à avoir des souvenirs de professeurs qui nous ont énormément marqués. En fait, c'est des héros, ces personnes. Ils nous marquent à vie et ils contribuent à faire qui on est, quoi. C'est vrai que très souvent, à ce micro, quand je demande de parler un peu justement du parcours, il y a très souvent un prof, un prof de français, c'est souvent un prof de français d'ailleurs, qui marque et qui effectivement crée une vocation. Bah donc j'allais faire ça, mais un peu par défaut parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Juste l'histoire me plaisait, donc je faisais de l'histoire. Mais à un moment, il allait falloir travailler et je sentais que j'allais vouloir faire le zouave avec mes élèves. J'allais pas réussir à être ce héros-là, quoi. Donc ça a commencé à me faire peur. Et à ce moment-là, j'ai retrouvé une prof de théâtre que j'avais eue au lycée, à l'atelier théâtre qu'on faisait le mercredi après-midi, et qui m'a dit mais tente ce concours, on sait jamais, voilà. Et puis en fait ça s'est bien passé, je l'ai pas eu mais je l'ai raté de peu, et du coup je me suis dit ah mais peut-être que je peux faire du théâtre en fait. Et donc l'année d'après j'ai dit à mon père je me forme, il a fait la gueule pendant un an, et pendant ce temps-là je me suis formé et ensuite j'ai eu le conservatoire à Paris. Donc ça a été assez vite, mais à partir du moment où je me suis formé, mais par contre moi j'ai pris beaucoup de temps avant d'en arriver là. Alors du coup, ton père est venu te voir, tu te rappelles la première fois? La première fois qu'il est venu me voir, c'était au conservatoire. Et la deuxième fois, c'était avant-hier. À la Comédie Française. Ouais. Il habite je suis né en Bourgogne, et il habite en Bourgogne. Et puis, il a plein de problèmes à ses jambes, donc il se déplace assez difficilement. Ça lui a plu hier? Il a adoré. Ouais. Il a adoré. Il en a oublié qu'il était mal assis, et c'est dire. Donc, non, il a adoré, je crois que ça l'a beaucoup ému de me voir là, à la Comédie Française. Et j'ai vu dans ses yeux qu'il était fier, donc ça, c'est fait. Donc on a parlé l'amour maternel, maintenant l'amour paternel. Voilà, important aussi. Hein. Tu as des frères et sœurs peut-être? J'ai des frères et sœurs, j'ai un frère qui était là aussi samedi, Gaëtan, qui est trisomique. Et donc c'était aussi assez émouvant de jouer un enfant handicapé devant lui samedi soir. Donc ça ne vous étonnera pas, Gaëtan a une relation fusionnelle avec sa mère. Et encore une fois, l'amour maternel. Et donc c'était super de les avoir tous samedi
Ouais. Et Qu'est-ce que Gaëtan a pensé du spectacle? Et il a adoré. Il a surtout adoré parce que je joue 6 personnages dans la pièce. Et du coup, c'est un peu un numéro de transformisme. Transformiste. Ouais, les deux. Transformiste. C'est-à-dire que des fois, j'ai 1 minute pour changer complètement de costume. Et c'est vrai que de l'extérieur, c'est assez enthousiasmant, quoi. Ouais. On se dit encore lui, mais il va venir en quoi la prochaine fois, quoi. Et du coup, je lui avais donné comme défi à la fin, me dire tous les rôles que je faisais. Et il les a tous eu sauf un, parce qu'il y en a un où je suis vraiment difficilement reconnaissable. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour t'aider en coulisses pour changer de costume? Ouais, bien sûr. Ouais. C'est ça qui est incroyable au théâtre, c'est ce qui se passe derrière et que les spectateurs ne voient pas. En l'occurrence, dès que je sortais de mes scènes, j'avais 2 habilleuses qui me sautaient dessus et qui me déshabillaient, qui me rhabillaient, une maquilleuse qui m'enlevait mon faux nez, mes perruques et qui me refoutait d'autres. Et c'était vraiment genre, j'écartais les bras et j'étais, allez, vite, vite, vite. Un peu comme les voitures de Formule 1. C'est exactement ça. Exactement comme quand les voitures de Formule 1 sortent, on voit tout le monde qui fait wow, et après la voiture repart. Pas comment ils font d'ailleurs, en 8 secondes, ils arrivent à... c'est une course, mais il y a quelque chose de la chorégraphie aussi derrière. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a tellement peu de temps qu'on est obligé de savoir qu'à ce moment-là, il faut lever le bras quand elle a fait ça. Là, c'est le moment où je passe sur la jambe gauche. Et là, c'est le moment où je me tends pour qu'elle enlève mon faux nez, puis qu'elle enlève la colle. C'est danser, quoi. Et donc, t'apprends le texte et tu joues sur scène, mais en fait, derrière, c'est chorégraphié. Il y a toute une logistique qui se passe derrière. Ah ouais, c'est fou. Il y a plus de monde derrière que devant, en fait. C'est énorme. Ouais. Et surtout, à la Comédie Française, il y a les moyens de faire ça de manière folle. Donc on avait un plateau qui tournait, on avait des décors qui montaient, qui descendaient. C'était magnifique. Ouais. Dommage que ce soit fini. J'espère que je pense qu'il y aura une reprise dans 2 ans. D'accord. Pendant les fêtes de Noël. Après, on prend rendez-vous alors. Ouais. Sans famille. Tu peux nous parler aussi d'un autre projet jeune public qu'on a évoqué un petit peu avant l'émission. Donc je l'ai pas dit, mais Sans famille, c'est mis en scène par Léna Bréban, qui est une metteuse en scène et une actrice que j'ai rencontrée il y a 2 ans maintenant, et qui est la plus belle rencontre artistique que j'ai faite depuis que je suis sorti de l'école. Et elle m'a fait travailler donc à la Comédie Française, et avant ça dans Renversante, un spectacle jeune public qu'on a joué pendant la pandémie dans les collèges, qui était le seul endroit où on pouvait faire du théâtre à ce moment-là. Et on a fait du coup d'une tournée qui devait durer 3 semaines. On a fait 178 dates depuis, et ça va continuer. Et c'est un spectacle adapté, donc mis en scène par Léna, adapté par Léna, et d'un roman de Florence Hinkel, un roman jeune public, qui parle d'un monde où tout est inversé entre les garçons et les filles. Donc le rose est la couleur habituelle, et le bleu est une couleur un peu honteuse, vraiment réservée aux garçons, et une fille qui met du bleu, c'est un peu la loose, quoi. Voilà. C'est pas le contraire plutôt? Non, justement. Dans ce monde-là, c'est renversé. Alors que dans notre monde à nous, le rose, c'est la couleur des filles. Oui. Et c'est une couleur un peu honteuse. Un garçon qui porte du rose, c'est compliqué. Ah, donc dans ce sens-là, voilà. Ouais. Et on jouait devant des 5e. On n'était que Léna et moi. Et on jouait 2 fois par jour dans tous les collèges de Saône-et-Loire. Et en plus, c'est mon département de naissance, donc j'ai joué dans mon ancien collège. Et ça, c'était quelque chose. Tes anciens profs Et mes anciens profs. Donc ça, c'était émouvant aussi. On y revient encore. Et ensuite, on jouait pendant 1 demi-heure. Et après, on avait un débat avec les adolescents sur ce qu'ils avaient vu et sur ce qu'ils pensaient de l'identité garçon, l'identité fille. Et sur les idées reçues voilà, c'est ça, ça implique. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et de des injustices, en fait. Parce que la grande force de cette pièce, c'est qu'elle n'est pas du tout caricaturale, en fait. Elle ne fait que inverser les choses. Et du coup, parce qu'on les inverse, on trouve ça énorme et ridicule. Mais en fait, c'est exactement ce qu'on a dans notre monde à nous, juste remis dans le sens habituel. Et du coup, j'ai dit habituel. Et en fait, ça met une loupe sur nos habitudes. Et on se rend compte à quel point elles sont débiles, parfois. Mais surtout à quel point c'est difficile de les changer. À quel point, dès qu'on change une habitude, il y a tout le corps qui se crispe. Mais pour tout. On nous change le son de notre réveil, on n'est pas content. On change ce qu'on aime boire le matin, on n'aime pas, quoi. Et en fait, les habitudes, c'est une chose hyper sécurisante, mais c'est aussi une chose qui enferme. Et en l'occurrence, beaucoup des choses injustes dans la société ne sont en fait que des vieilles habitudes un peu connes, à mon humble avis.
Ce dont tu parlais, rien que les couleurs, dans le monde de la petite enfance, par exemple, c'est extraordinaire parce que vraiment, quand tu vas dans un magasin de vêtements pour bébé, il n'y a rien à faire, quoi. Bien sûr, c'est hallucinant. Les vêtements des petites filles, des petits bébés filles sont plutôt dans les teintes roses et plutôt bleu pour les garçons. Ça reste comme ça. Ça reste comme ça, ouais. Donc ça montre bien que aussi, là on en arrive à un peu des pensées politiques, mais du coup, qui fabrique ces vêtements et pourquoi? Et du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt à ce qu'on reste bien dans ces cases-là? Je pense que pour moi aussi, personnellement, je pense que c'est parce que c'est plus simple de nous vendre des choses. Si on est bien tous un peu avec les mêmes goûts. Et ça facilite le commerce de masse. Mais oui, alors qu'en fait, c'est qu'une couleur. Et du coup, ça interroge les goûts. Parce que bien sûr, quand on demande aux enfants de 5e, les garçons, pourquoi vous mettez pas de rose? La réponse la plus sincère qui sort, c'est j'aime pas ça. Mais en fait, le goût, ça n'est qu'une habitude aussi. Donc comme les habitudes, c'est une culture. Bien sûr, c'est ça. Voilà. Donc c'est ça, ça mettait le doigt là-dessus. Du coup, cette pièce était passionnante parce qu'elle engageait vraiment le débat là-dessus, sur des choses en fait assez intimes, genre le goût. Et du coup, est-ce qu'on ne peut pas prendre l'habitude de questionner ses habitudes, des choses comme ça. Alors c'est un peu l'histoire de la poule et l'œuf, mais d'après toi, c'est parce que on nous vend des vêtements comme ça qu'on les achète et qu'on les met, ou c'est parce que le goût général des gens fait qu'ils habillent leurs petits garçons en bleu et leurs petites filles en rose, qu'on nous vend des vêtements Je sais pas, bicolores. Parce que tu as raison, il faudrait faire de l'histoire des couleurs, et je suis pas un spécialiste du cas, mais je sais que le rose n'a pas du tout été la couleur des filles pendant très longtemps. Et qu'en l'occurrence, ça a été la couleur plutôt des hommes, et même plutôt de la monarchie, et le rouge, tout ça. Et le bleu, la couleur de la Vierge aussi. Donc en fait, c'est plutôt récent en termes d'histoire. C'est ce truc-là, bleu pour les garçons, rose pour les filles. Et ça s'est développé très très fort avec, comme tu le disais, les catalogues de jouets et le capitalisme, la mondialisation et tout ça, le fait que... Ouais, c'est du marketing. Moi j'ai plutôt tendance à penser que ça vient du marketing, mais est-ce vraiment subversif de dire que la pub nous dit quoi aimer? Oui, c'est pas très... Non. Donc je réponds à ta question, je crois, en disant que je crois que c'est parce qu'on nous fout cette habitude-là qu'on aime ça. Mais dans le fond, moi j'avais un costume tout rose pour le spectacle, complètement rose. Donc déjà les enfants entraient dans la salle, ils faisaient « Ouh, ok le mec ». Et je crois que j'aime le rose en fait. Au début, j'étais moi-même très gêné, mais en fait, c'est trop cool le rose. Il y a des efforts qui sont faits quand même. On voit des hommes avec une cravate rose, une chemise rose, ça se fait maintenant. Dis donc. Oui, bien sûr, ça se fait. Néanmoins, on peut... Qui porte du bleu aujourd'hui, de nous trois? Eh ben, moi, je porte quand même du beige. Non, qui porte du bleu? Alors, moi, j'ai du bleu. Levons la main, ceux qui portent du bleu. Nous sommes trois. Alors, t'es très, très, très bleu quand même, comme garçon. Et qui porte du rose, là? J'en portais hier. Aucun d'entre nous n'en porte. Bon, on est trois garçons, pas de rose et beaucoup de bleu. Moi, j'ai du violet. Oh non. J'ai du violet. Non, c'est quand même... Je suis celui qui m'approche le plus du rose. Ok, d'accord. J'ai une petite bande droite. Voilà, ça c'est très rigolo. C'est vrai, t'as raison. T'as raison c'est que... une habitude. Et pourtant, j'ai fait un spectacle là-dessus et l'habitude persiste, donc bon. Mais c'est bien de déjà foutre les petites idées dans la tête. Ça veut dire que nous, quand on aura des enfants, ou la prochaine fois, peut-être on se dira, allez, un peu plus. Ce qui est compliqué quand on essaie de rompre des habitudes, c'est qu'il faut éviter l'écueil d'aller à l'extrême inverse, c'est-à-dire vouloir imposer le rose à des garçons qui peut-être juste n'aiment pas le rose et n'ont pas du tout envie d'en porter. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que j'ai l'impression quand on essaie de changer des habitudes, on met un grand coup de barre de l'autre côté. Ça me rappelle quand j'étais petit, j'ai détesté. On avait beaucoup de mal à me faire manger. J'aimais rien. Donc j'avais pas un goût très simple à satisfaire. Et je me rappelle très bien de moments où ça a été très violent pour moi qu'on me force à manger des choses. À l'inverse, je me souviens aussi que ça a été libérateur aussi parfois. Il y a des moments où on m'a appris à aimer les choses parce qu'on m'a un peu forcé à développer mon goût. Donc oui, je suis d'accord, c'est un équilibre, mais je crois que c'est important de prendre l'habitude de questionner ses habitudes. Oui, mais ton exemple, il a une petite limite, c'est qu'on est obligé de manger pour vivre. Alors qu'on n'est pas obligé d'aimer le rose pour vivre. Non, mais on est obligé de s'habiller. C'est vrai. Oui, mais on peut s'habiller en n'importe quelle couleur. Oui, mais donc pourquoi choisir celle que la pub choisit? On peut choisir celle... Exactement.
Ah, d'accord, ça demanderait, je pense, Ah bah c'est passionnant, un peu plus c'est passionnant, et de temps c'est d'émission. particulièrement passionnant avec des enfants de 5e au collège, où la façon de s'habiller est très importante. Est-ce que vous abordez d'autres aspects, Ah oui, bien sûr, on parle, des différences on parle de sexualité. On avait un tableau où on représentait les organes génitaux, et on a dessiné un gros sexe féminin et un sexe masculin, et on n'avait pas mis les testicules pour le sexe masculin. D'accord. Et on parlait du fait qu'on invisibilisait le clitoris chez les filles depuis très très longtemps. Et on renversait en disant ça s'appelle des testicules, vous voyez, et donc ça faisait beaucoup rire les enfants comme toi là. Et c'était une façon de parler aussi de voilà, comment vous expliquer que le sexe des filles c'est un truc un peu ça. On parlait des règles aussi, avec Léna, donc l'actrice qui d'un coup disait bon, il s'est passé un truc incroyable samedi dernier, et là elle faisait j'ai eu mes règles, elle se mettait à courir partout dans la salle, donc les filles faisaient les mecs faisaient et en fait on disait pourquoi avoir honte, c'est quoi le problème des règles? Donc voilà, on appuyait vraiment sur des endroits précisément genrés de rapports entre les filles et les garçons qui sont des habitudes très 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 ancrées, quoi, et qui en fait ne sont que des habitudes un peu... Tu trouves qu'il y a moins de... comment dire, de pudeur du côté masculin que du côté féminin dans la société, je veux dire. dans la société, c'est-à-dire on parle plus aisément, d'après oui. toi, de sexualité ou de... oui, mais de toute façon je trouve que globalement dans la société on parle, les choses masculines sont plus valorisées que les choses féminines, globalement. Regarde le sport. Oui, ça. Regarde, je sais pas, un exemple qui me fait beaucoup rire, c'est la cuisine, qui est vraiment l'endroit habité par les femmes dans le monde entier, quasiment universellement. Et pourtant, les grands chefs gastronomiques dans le monde, c'est à 95% des hommes. C'est bizarre quand même, non? C'est très étrange. C'est très bizarre, hein. C'est très, très Et en fait, il y a étrange. plein de statistiques très intéressantes qu'on sortait pendant le débat, et qui sont vraiment, là, beaucoup de la statistique pure et dure, qui est que dans les salaires très élevés, enfin, plus on monte dans les salaires, plus c'est des hommes. Et c'est pas parce que les hommes sont meilleurs, hein. Parce qu'en l'occurrence, je pense que les femmes ont majoritairement plus de savoir en cuisine que les hommes, culturellement. Parce que ça fait... Encore aujourd'hui, tu penses? Ouais. C'est peut-être en train de changer lentement, mais quand je demandais aux enfants qui fait à manger chez vous, on avait bien sûr plus de papas qu'à mon époque, mais encore beaucoup des mamans. Ouais. Ce qui est compliqué, je pense, c'est justement d'envisager la question d'un point de vue genré. C'est-à-dire, pour moi, la question, voilà, est-ce que les femmes ou les hommes font aussi bien la cuisine que les femmes? Pour moi, déjà, elle est mal posée. Parce qu'on ne devrait pas avoir à la poser du tout. Bien sûr. C'est juste, voilà, on est... Bien sûr. Mais le truc, c'est qu'il y a inégalité. Et donc, tu peux pas... Je trouve que tu peux pas dire oui, mais faire ce constat-là, c'est déjà dommage. Oui, mais il faut bien qu'il soit fait à un moment. Ouais, c'est comme pour le racisme. C'était obligé de dire oui, mais il y a inégalité là. Donc, ok, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Parce que moi, je me rappelle très bien que à moi, on m'offrait des Power Rangers et des vaisseaux spatiaux, et à ma sœur, on offrait une dinette. J'avoue que j'ai acheté une cuisine, une cuisine à mon fils, moi. Petite cuisine en bois. Très bien. Trop bien. Il adore. Voilà, écoutez, mes parents étaient ringards, mais c'était encore... on a constaté que même si ça bougeait un peu par rapport à nos générations, à nous, c'était quand même encore vachement prégnant chez les enfants. Tous ces trucs ancestraux, quoi, et qui ne sont que des vieilles habitudes, à mes yeux. Ouais. Et encore une fois, je trouve que pour changer les choses, justement, il faut essayer de les changer dans la... je sais pas comment dire, dans une espèce de douceur, quoi. En faisant des spectacles de théâtre, par exemple. Par exemple, ça peut être effectivement le faire avec l'humour. Avec l'humour, c'est un bon, un bon outil. C'est hyper important. C'est un spectacle et sans famille et en versante. C'est très important de rire. Ouais. Très important. Oui, parce que ça fait tellement bien de bien. sûr, parce que si on arrive devant les gens et puis qu'on les malmène en leur disant ça c'est pas bien, il faut faire ça. C'est pas du tout. Ça sera C'était la force de Renversante. C'était vraiment de juste relever des absurdités de notre monde et des rapports entre les garçons et les filles aujourd'hui, que ce soit enfants ou adultes, et de dire ce serait pas un peu con ça en fait, et d'en rire. Et du coup, si on se détend, si on en rigole, on peut se dire allez, demain j'arrête cette connerie là, quoi, et je fais autrement. Demain, allez, j'ose mettre mon t-shirt rose, ou je ne me foutrais pas de la gueule de mon pote s'il a un t-shirt rose. Allez, c'est bon, on arrête d'être bête, quoi. Ouais.
Ça me rappelle une pièce que j'ai vue il y a très longtemps à New York et qui reprenait comment dire, l'histoire d'Adam, enfin le mythe d'Adam et Ève, sauf que c'était Adam et Steve. Donc c'était deux homosexuels. Ouais. Et donc c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que la norme c'était l'homosexualité, et puis ils traitaient l'hétérosexualité comme on traite l'homosexualité en fait aujourd'hui. Et justement c'était très drôle, et du coup ça permettait de mettre, comme tu dis, en valeur. Mettre le dessus en fait, justement. Ouais. C'est un peu le même principe. C'est un bon procédé, je trouve, parce que c'est vrai que ça permet l'humour, et c'est vrai que l'humour nous sauvera tous, hein. Sinon. Comment tu fais passer une croisade de la scène de théâtre aux gens qui décident, au monde politique, on va dire. C'est ça, peut-être. C'est ça, parce que on finissait le spectacle Renversante en disant bon, vous avez 13 ans, c'est ça ? Bah, dans 5 ans, vous avez le droit de vote. Donc vous allez peut-être regarder. Voilà, je vous le dis. Voilà. Mais voilà, petit conseil, dans les programmes, regardez. La plupart des candidats et des candidates doivent se prononcer sur quel rapport ils ont envie que les hommes et les femmes y aient, ou quel rapport ils ont envie que les sexes aient entre eux. Donc regardez de quoi vous êtes le plus proche, quoi. Sans dire c'est ça qui est bien ou ça qui est pas bien, mais intéressez-vous à ça, parce que en fait c'est politique. C'est vrai que moi j'ai une petite conviction qui est qu'on ne peut pas changer, enfin c'est nécessairement la génération ou les générations d'après qui changent. C'est jamais... Le danger, c'est qu'une personne qui pourrait avoir un certain poids sur ces questions-là sort du spectacle en disant bon, bah, c'était rigolo, on s'est bien marré. Allez, on retourne la vie... non mais soyons clairs, c'est ce qui se passe pour la majorité des habitudes qu'on pointait dans Renversante, c'est ce qui se passe, c'est l'histoire des bonnes résolutions de début janvier. Voilà. Ok, mais s'il en reste 1% de ces bonnes résolutions chaque année, ça fait pas mal à la fin déjà. C'est vrai. Et c'est pas tes enfants qui ont changé, c'est toi, hein. Oui, c'est vrai. Bah, je crois que c'est un on peu, peut changer un peu de tout ça. Mais bien attends, heureusement. Ah non, c'est super important de dire aux enfants qu'on peut changer. Ouais. Sinon, c'est vraiment toute leur responsabilité sur les épaules. Et puis eux-mêmes vont se dire que c'est leurs enfants qui vont changer les choses. Ouais. Et au final... c'est un peu triste. Ouais, je trouve. Surtout qu'il y a des choses à changer vite là. Effectivement. Et puis il y a des élections qui arrivent là. Ouais, puis il y a une planète à sauver. Ouais. Bon, écoute, je vois que le temps passe et que là, oui, pardon, c'est très bavard. Non, mais c'est très bien, c'était passionnant. Déjà, je tiens à te remercier pour ta venue. Je suis ravi d'être venu. Je vais baisser un petit peu le son de ce truc qui couvre un peu nos voix, voilà. Donc, ouais, merci à toi. Merci à toi. J'étais ravi de vous voir, même si je vous ai pas vu. Voilà. En tout cas, j'espère en tout cas que ceux qui nous regardent ont eu plaisir à t'écouter, et à te regarder. Pour ma part, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, 14h. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne année à tous. Au revoir Antoine. Bonne année. Bonne année.